Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Reed, 45 ans, était un homme que peu pouvaient ignorer. PDG respecté de Reed Tech, une entreprise technologique basée en plein cœur de Chicago, il incarnait le rêve américain avec son charisme naturel, son intelligence aiguisée et sa capacité à anticiper les tendances futures. Fils d'un professeur d'université et d'une infirmière, il avait appris très tôt la valeur du travail acharné et de l'intégrité. Depuis l'adolescence, Marcus avait nourri une vision claire, bâtir une entreprise où l'innovation et l'inclusion coexisteraient. Il avait gravi les échelons en surmontant bien des obstacles, souvent liés à sa couleur de peau, et à force de mérite et de résilience, il avait fait de Reed Tech un leader du marché. Pourtant, malgré son succès éclatant, une ombre planait sur son esprit ces derniers mois. Assis dans son bureau vitré qui dominait la skyline de Chicago, il parcourait une fois de plus les rapports trimestriels. Les chiffres étaient bons, les résultats conformes, la croissance solide. Mais un sentiment viscéral, presque imperceptible, le dérangeait profondément. Un malaise sourd, une tension invisible. Marcus avait reçu plusieurs messages anonymes. Des courriels succincts, mais lourds de sous-entendus. Trop de conflits non résolus. Un climat pesant que la direction ignore. Favoritisme rampant, certains talents écrasés. Ces retours, disséminés comme des fragments d'un puzzle brisé, évoquaient un phénomène qui semblait contredire l'image lisse que renvoyait l'entreprise. Au fil des semaines, Marcus avait tenté de creuser, en vain. Les managers lui avaient assuré que tout allait bien, que les équipes étaient soudées et motivées. Mais dans le silence des couloirs, il percevait une vérité différente, plus trouble. Les taux d'absence injustifiés augmentaient, les talents partaient sans explication, et la communication entre les départements s'effilochait. La question le hantait. Que se passe-t-il réellement derrière ces murs? Un soir, seul dans son appartement, Marcus fit un choix qui bouleversa son approche. Il se dit qu'il devait voir par lui-même, sentir l'atmosphère, comprendre les vrais visages derrière les bureaux en verre. Il décida de se glisser dans la peau d'un autre, de devenir invisible à ses propres employés. Ainsi naquit Mike Johnson, un agent d'entretien anonyme, aux mains calleuses et au regard discret. Marcus entama une formation accélérée en nettoyage industriel, apprit à manier un balai, une serpillière, et adopta un uniforme simple, terne, loin de ses costumes de créateur. Personne ne devait le reconnaître. Le premier matin, Mike franchit les portes de Reed Tech avec un sac de matériel et un badge au nom neutre. Immédiatement, il sentit l'air chargé de non-dits. Le bâtiment, pourtant moderne et lumineux, paraissait glacial. Les employés ne saluaient pas, évitaient le contact visuel, et parlaient à voix basse. Dans les couloirs, Mike entendit des murmures derrière des portes fermées, des soupirs retenus. Lorsqu'il s'approcha d'un groupe d'ingénieurs dans un coin, il perçut un mélange de fatigue et d'amertume. Puis, dans un petit bureau vitré près de la salle de pause, il surprit une conversation entre deux femmes. Sarah Mitchell, 29 ans, une ingénieure brillante mais discrète, confiait à son amie. « Je donne tout ce que j'ai, mais la direction ne me voit même pas. Ils louent mes projets en public, mais dès que la porte est fermée, c'est comme si je n'existais pas. » Son amie hocha la tête, silencieuse. Mike sentit une boule se former dans sa gorge. La franchise de Sarah, la douleur dans ses mots, était un choc. Cette femme était une des étoiles montantes de Reed Tech. Pourtant, elle se sentait invisible. Plus tard, Mike prit une pause dans la salle dédiée au personnel. Autour de lui, un groupe d'employés discutait à voix basse, jetant des regards inquiets autour d'eux. Il capta des frases breves. C'est dur de se faire entendre quand on n'a pas le bon profil. Les promotions, c'est toujours pour les mêmes, et jamais pour nous. Tu sais que si tu parles trop, ça peut te coûter ta place. Mike réalisait que les tensions raciales n'étaient pas explicites, mais palpables. Un voile invisible séparait certains employés des cercles de pouvoir, et la peur de représailles étouffait toute contestation. Il observa les visages tendus, certains fatigués, d'autres en colère ou désabusés. Ce qui se passait ici était un secret douloureux que les rapports officiels ne révélaient pas. Un soir, alors que la plupart des employés avaient déjà quitté le siège de Reed Tech, Mike, alias Marcus, s'attarda dans un bureau déserté au 3e étage, un espace réservé au cadre supérieur. La lumière tamisée de la lampe de bureau baignait une pile de dossiers mal rangés.
Son rôle d'agent d'entretien lui donnait la liberté d'explorer sans attirer l'attention. En triant quelques papiers qu'il devait jeter, Mike tomba sur un classeur marqué « Confidentiel », le genre de document qu'on ne laisse jamais à la portée de tous. Par curiosité professionnelle, il l'ouvrit avec précaution. Ce qu'il y trouva le laissa sans voix. Les notes, prises à la hâte lors de plusieurs réunions internes, détaillaient des stratégies agressives destinées à maximiser la productivité, certes, mais elles révélaient surtout un système de gestion toxique. Plus inquiétant encore, certaines discussions portaient sur la manière de manipuler les processus de promotion. Des phrases, froides et cyniques, soulignaient des critères loin du mérite. Favoriser les proches du comité. Éviter les profils difficiles qui remettent en cause l'ordre établi. Maintenir une façade d'inclusion tout en contrôlant la diversité réelle. Au fil des pages, Mike découvrit que plusieurs employés noirs, dont Sarah Mitchell, avaient été écartés, mis sur la touche sous des prétextes fallacieux. Leurs projets, bien que prometteurs, avaient été sabotés ou ignorés, tandis que d'autres, moins compétents mais mieux connectés, grimpaient les échelons avec facilité. Il lut aussi des comptes rendus où certains managers évoquaient des méthodes pour isoler ses talents, allant jusqu'à des formes subtiles de harcèlement pour les pousser à démissionner. La douleur qu'il avait perçue dans la voix de Sarah se traduisait désormais en lettres, en preuve tangible d'un système profondément injuste. Au fil des semaines, Mike ne se contenta pas d'observer. Sa présence discrète mais bienveillante lui permit de gagner la confiance de plusieurs employés, souvent isolés ou en souffrance. Avec Sarah, la complicité grandit naturellement. Elle lui confia ses frustrations accumulées, ses espoirs brisés, mais aussi ses rêves intacts d'un environnement juste et équitable. Elle lui parla de ses projets inachevés, des idées innovantes qui auraient pu transformer l'entreprise, mais qui étaient systématiquement mises de côté. « Mike, » lui dit-elle un jour, la voix tremblante, « j'ai l'impression d'être une voix dans le désert. Je veux juste qu'on me reconnaisse pour ce que je suis, pas pour ce que je représente. » Mike écoutait sans juger, offrant des conseils simples, mais sincères. Il apportait un soutien moral que personne dans l'entreprise ne semblait plus capable d'offrir. Cette relation, née dans l'ombre, révéla la richesse humaine que Marcus avait jusqu'alors ignorée. Il comprit que sous la façade technologique et les chiffres impeccables, son entreprise était une mosaïque d'histoires, de talents cachés, mais aussi de blessures profondes laissées par des années de négligence et de mépris. Revenu dans son véritable rôle de PDG, Marcus sut qu'il ne pouvait plus se contenter de garder ses révélations pour lui. La responsabilité qui pesait sur ses épaules était immense. Il convoqua une réunion d'urgence avec son comité de direction, réunissant ses plus proches collaborateurs dans la grande salle de conférence vitrée. Le silence s'installa lorsque Marcus, le regard ferme, exposa avec clarté ce qu'il avait découvert sous le masque de Mike. « Nous avons une crise qui va au-delà des résultats financiers », annonça-t-il. « Un problème humain, éthique. Un système qui discrimine, qui détruit des talents, qui met en péril notre avenir collectif. » Les visages autour de la table trahirent tour à tour la surprise, la gêne, voire la résistance. « Il est temps de changer radicalement, » poursuivit Marcus. « Nous allons instaurer la transparence totale dans nos processus. Chaque promotion, chaque décision devra être justifiée publiquement. » Il proposa alors un plan ambitieux. Mettre en place des formations obligatoires sur la diversité et la lutte contre les discriminations. Créer un canal de communication anonyme où chaque employé pourrait exprimer ses plaintes sans peur de représailles. Lancer un programme d'inclusion durable, axé sur le respect des différences et la valorisation de chaque talent. Enfin, il annonça une décision forte qui fit taire la salle. Sarah Mitchell prendra un poste clé au sein du comité de direction. Elle représentera toutes les voix ignorées jusqu'ici. Son expérience, son courage, sont essentiels pour que ReadTech devienne un véritable exemple d'équité. Ce jour-là, Marcus comprit que son rôle de leader ne se limitait pas à assurer la rentabilité ou à diriger une entreprise florissante. Il devait être un artisan du changement social, un protecteur de la dignité humaine au sein de son propre empire. Et alors que les premières initiatives voyaient le jour, un vent nouveau soufflait sur ReadTech, un vent d'espoir, d'écoute et de respect. Les mois qui suivirent la grande révélation furent marqués par une métamorphose profonde chez ReadTech, presque palpable à chaque coin de bureau, dans chaque salle de réunion, dans chaque sourire retrouvé. Le changement ne fut pas instantané, ni miraculeux. Il fut le fruit d'un travail acharné,
d'une remise en question collective et d'une volonté sincère de bâtir un environnement nouveau, fondé sur le respect et l'authenticité. Dès les premières semaines, l'atmosphère dans les couloirs changea. Les regards se firent plus francs, les échanges plus ouverts. Les employés, jusque-là prudents voire méfiants, commencèrent à sentir qu'ils avaient enfin une place, une voix qui comptait. Les réunions devinrent des espaces de dialogue véritables, où les idées pouvaient circuler librement, sans crainte d'être étouffées ou ignorées. La diversité des opinions fut enfin perçue comme une richesse, un moteur d'innovation. Sarah Mitchell, en tant que nouvelle directrice des talents, joua un rôle crucial. Elle lança des ateliers réguliers pour sensibiliser les équipes à l'importance de l'inclusion, organisa des groupes de parole où chacun pouvait s'exprimer, et mit en place un système de mentorat pour accompagner les employés issus de profils divers. Peu à peu, les chiffres le démontrèrent. Le turnover diminua drastiquement, les absences injustifiées se firent plus rares, et la productivité monta en flèche. Les projets, longtemps freinés par des rivalités et des injustices, reprirent vie avec une énergie nouvelle. Mais au-delà des chiffres, c'était l'esprit d'équipe qui renaissait. On sentait une fierté collective à appartenir à ReedTech, une solidarité jusque-là inconnue. Pour Marcus, cette transformation était aussi personnelle. Il repensait souvent à ses journées sous l'identité de Mike Johnson, au silence lourd, au regard qui évitait le sien, à la souffrance qu'il avait ressentie. Cette expérience d'agent d'entretien, loin d'être une simple immersion, avait été une leçon d'humilité et d'humanité. Elle avait balayé ses certitudes, brisé ses murs, et éveillé en lui un leader plus vrai, plus proche de ses équipes. Il se rendait compte que le succès économique, aussi impressionnant soit-il, ne suffisait pas. Une entreprise était avant tout une communauté, un lieu où chaque talent devait pouvoir s'épanouir, où chaque voix devait pouvoir être entendue. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les gratte-ciels de Chicago, Marcus et Sarah se retrouvèrent dans la salle de conférence principale. Le regard de Sarah brillait d'une gratitude sincère. « Marcus, dit-elle, merci. Pas seulement pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu as choisi d'être. Ce courage de te confronter à la vérité, à nous. Grâce à toi, ReedTech n'est plus seulement une entreprise, c'est une famille. » Marcus Surratt, touché. C'est toi et tous ceux qui croient en un avenir meilleur qui ont rendu cela possible. Mais je sais que le chemin est long. Ce n'est qu'un début. Ils levèrent leurs verres, scellant une alliance fondée sur l'espoir et l'engagement. Dans les semaines qui suivirent, Marcus impulsa de nouvelles initiatives. Des campagnes de recrutement ouvertes à tous les horizons, des formations continues sur le leadership inclusif, des espaces de créativité collaborative. ReedTech devint un modèle cité dans la presse et étudié dans les universités. Marcus ne cessait de répéter à ses équipes, ce n'est pas la diversité qui fait la force, mais l'inclusion. Chaque matin, en passant devant la plaque « Mike Johnson » accrochée symboliquement dans un couloir, il se souvenait du chemin parcouru. Cette plaque n'était pas seulement un hommage à son déguisement, mais un rappel constant que la véritable grandeur naît de la capacité à écouter, à comprendre et à agir avec cœur.